chers frères, chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité. C'est bien sûr une joie pour moi de m'adresser à cette auditoire sur le thème de quels modèles économiques à promouvoir pour une croissance inclusive en Côte d'Ivoire les années à venir. Au commencement de l'économie moderne, ce qu'on appelait, n'est-ce pas, l'économie politique, la réflexion sur la croissance ou sur la création de la richesse des nations était déjà fondamentale. Celui qu'une forte tendance d'économistes considère comme le père de l'économie moderne, à savoir Adam Smith, avait d'ailleurs intitulé son ouvrage majeur « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » 1776. Dans son sillage, un autre auteur très important du début de l'économie moderne, David Ricardo, a procédé à une analyse approfondie des questions de la création de richesses et la répartition des revenus, savoir salaire et profit. Cette dernière idée constituera d'ailleurs un des axes de réflexion de Karl Marx. La création de la richesse et sa répartition ont donc depuis les origines de l'économie, ont donc été depuis le début des origines de l'économie un sujet de prédilection pour les économistes. Aujourd'hui, dans la même veine, ces sujets demeurent au cœur de l'économie. Les notions de croissance économique et de croissance inclusive renvoient d'une façon ou d'une autre à ces concepts. La croissance économique désigne l'augmentation du volume de la valeur ajoutée dans une économie pendant une période donnée. Il y a plusieurs définitions, mais contentons-nous de celle-là. Elle est également définie comme une augmentation de la production de biens et de services d'une économie pendant une période donnée. Elle est généralement mesurée par le taux de variation du produit intérieur brut réel de l'économie concernée. La croissance est qualifiée d'extensive lorsqu'elle est portée par l'accroissement des capacités de production dû à l'accroissement des facteurs de production. Ici, bien sûr, on entend par facteurs de production ceux qui contribuent à la production d'un bien ou un service. En général, les économistes vont parler de capital et de travail. Elle est dite, donc cette croissance est dite intensive lorsqu'elle est causée par une utilisation plus efficace des facteurs de production. La recherche de gains de productivité est primordiale dans ce cas. En ce qui concerne la croissance inclusive, tout en précisant qu'elle a diverses définitions qui peuvent même être contradictoires, nous adopterons la définition selon laquelle la croissance inclusive est la croissance économique qui, nous avons défini déjà, qui cherche à stimuler la richesse et le bien-être nationaux, donc richesse et bien-être nationaux, tout en luttant contre la pauvreté, en assurant l'équité intergénérationnelle et en protégeant les libertés économiques. Je prends cette définition de Ruchir Agarwal. Quant au modèle économique, il peut être défini comme une description simplifiée de la réalité conçue pour tester des hypothèses concernant les comportements économiques. À l'image des pays qui connaissent une croissance économique entretenue, le débat sur les retombées de cette croissance ne cesse d'être alimenté en Côte d'Ivoire, surtout lorsque l'édition 2025 de l'Africa Wealth Report nous apprend que vivent en Côte d'Ivoire plus de 2000 millionnaires, en dollars s'il vous plaît, dollars américains, 4 centimillionnaires, donc ce qui fait une augmentation de 25% du nombre de millionnaires, en dollars bien sûr, entre 2015 et 2025. En outre, le Premier ministre ivoirien, lors du séminaire gouvernemental sur le plan national de développement 2026-2030, tenu le 17 février 2025,
quand le Premier ministre donc, qualifie ou moins affirme que la Côte d'Ivoire ambitionne d'être un pays ou une économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, cela veut dire que voilà, la richesse, ou encore comme on dit, l'argent devrait circuler ou l'argent devrait tomber. De ces informations et discours, il y a lieu de s'interroger sur les retombées de la richesse en Côte d'Ivoire, ou plus précisément sur la dynamique de la croissance inclusive en Côte d'Ivoire. Quels modèles économiques favorisent ou favoriseraient la redistribution de la richesse sans compromettre bien sûr sa pérennisation en Côte d'Ivoire? Pour mener la réflexion, nous nous appuierons sur l'évolution de l'économie ivoirienne à travers laquelle des formes de redistribution de la richesse se décèlent. Nous nous proposons dans un premier temps de présenter de façon synthétique des modèles de croissance économique. Rassurez-vous, on n'en pas rentrer dans les détails, c'est juste de façon synthétique. Dans un second temps, notre démarche va consister à présenter les déterminants de la croissance économique ivoirienne, comment est-ce qu'ils se présentent. La troisième phase de notre réflexion portera sur les enjeux et les perspectives de la croissance économique et inclusive en Côte d'Ivoire à partir de ces mêmes modèles économiques ivoiriens. Les théories de la croissance économique. On a ce qu'on appelle les théories traditionnelles et les théories plus récentes. Les théories traditionnelles, j'ai déjà fait cas de certaines parmi elles. Il s'agit notamment de celle, n'est-ce pas, développée par Adam Smith, pour laquelle, ou dans son modèle, ou la théorie, dans laquelle, n'est-ce pas, pour lui, l'origine de la croissance, c'est la division du travail notamment. Et pour lui, cette croissance, elle est illimitée. La deuxième théorie peut venir donc de David Ricardo, qui pour lui, la croissance, l'origine de la croissance provient du réinvestissement productif du surplus. Surplus, on peut l'assimiler dans une certaine mesure au profit. Voilà, une partie est utilisée pour, n'est-ce pas, reproduire, ainsi de suite. Bien sûr, derrière cela, il y a l'idée d'accumulation. Et par contre, un des traits caractéristiques de la croissance chez David Ricardo, c'est qu'elle est limitée parce qu'il y a des rendements décroissants des terres. On va commencer par les terres les plus fertiles et progressivement, on va occuper les terres de moins en moins fertiles. Donc, la croissance est appelée à être limitée. Un autre, Robert Malthus, que nous connaissons, qui va plutôt trouver dans l'origine de la croissance, qui va également trouver dans l'origine de la croissance le réinvestissement productif du surplus, mais seulement pour lui, la croissance sera limitée en raison de la loi de la population. La population, lui donc, va croître plus vite que, n'est-ce pas, ce qui est produit. Et donc, normalement, on doit tendre vers, n'est-ce pas, une limite également précise. Karl Marx, l'accumulation du capital, bien sûr, comme origine de la croissance. Et un des traits caractéristiques, c'est que cette croissance, pour lui également, elle est limitée dans le mode de production capitaliste en raison de la baisse tendancielle des taux de profit. Les modèles plus récents, il s'agit notamment des modèles post-keynésiens, avec notamment Arrow et Domar, pour lesquels l'origine de la croissance se trouve dans le taux de croissance qui est fonction du rapport entre le taux d'épargne et le taux d'investissement. Et pour eux, la croissance est instable. Un des modèles qui a beaucoup marqué l'économie, modèle de croissance, c'est bien celui du néoclassique Robert Solow, pour qui l'origine de la croissance se trouve dans la population et les progrès techniques exogènes. Bon, comme caractéristique, il va présenter un caractère transitoire de la croissance en l'absence de progrès techniques.
Donc je voudrais m'arrêter sur ces modèles et continuer avec un modèle qui est encore plus, que je trouve, permettez-moi de le dire, plus intéressant, puisque c'est celui qui va le plus me marquer, c'est les théories de la croissance endogène. Les théories de la croissance endogène, avec des auteurs tels que Paul Romer, tels que Barrow, tels que Lucas, tels que Greenwood et encore Jovanovic, pour qui l'origine de la croissance va se trouver soit dans le capital physique, ou encore dans la technologie, ou encore dans le capital humain, ou encore dans le capital public, ou encore à travers donc, les intermédiaires financiers. Et donc, ce caractère endogène de la croissance, bien sûr, il est marqué, ou encore il donne le champ libre à la réhabilitation de l'État qui était souvent l'État qui était souvent mis de côté par, n'est-ce pas, les théories néoclassiques. Par ailleurs, ces théories de la croissance endogène prennent en compte également l'histoire économique particulièrement. Mesdames, Messieurs, voici de façon synthétique présenter les modèles de la croissance. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que par là, on peut saisir dans l'ensemble ce qu'on entend par théorie de la croissance ou encore, également pour certains, modèles de croissance. Croissance, production de richesse. Bon, pour faire simple, certains diront qu'ils ne seront pas d'accord, mais faisons ainsi, production de richesse. Donc, nous passons à notre deuxième étape. Oui, il faut produire cette richesse, mais quels sont les déterminants de cette production de richesse? Quels sont les déterminants de la croissance économique? Et là, revenons particulièrement à notre cas, au cas de l'économie ivoirienne. Les déterminants de la croissance économique ivoirienne. Et permettez-moi, en ce sens-là, de rester dans un peu plus d'histoire de notre économie, de l'économie ivoirienne. Et les déterminants de la croissance économique ivoirienne ont connu, bien sûr, des variations depuis 1960. Nous retiendrons, permettez-moi de faire ce choix, deux périodes pendant lesquelles la croissance ivoirienne a été d'un niveau relativement élevé et continue pendant 10 ans au moins. Donc ces deux périodes c'est 1960-1978, période d'ailleurs qui a été qualifiée par certains de miracle ivoirien. La deuxième période, c'est 2011 à nos jours. Les déterminants de la croissance économique en Côte d'Ivoire, 1960-1978, c'est le miracle ivoirien. Le taux de croissance annuel moyen est supérieur à 7%. Et la croissance pendant cette période est qualifiée d'extensive. Nous l'avons déjà défini, cette notion. Et cette extension, ou bien la croissance extensive, elle est portée par l'accumulation rapide du capital physique et un peu moins par le capital humain. Donc les investissements, n'est-ce pas, de matériel, tout ça, donc l'appareil productif, hormis donc la partie humaine, donc le capital humain. Cette croissance extensive, bon, bien sûr, dans les éléments donc, de capital physique, on a aussi bien sûr la terre. On avait une espèce d'agriculture d'extension, souvenons-nous. La croissance, c'était également extensive parce que portée par une productivité multifactorielle, c'est-à-dire les facteurs de production dont on a parlé tout à l'heure, qui ensemble, donc la combinaison ensemble, produit ces effets. Donc, portée également par une productivité factorielle croissante, en moyenne annuellement de 5%. Donc, croissance extensive, donc pendant ce miracle ivoirien. La contribution également pendant cette période, on a eu une contribution importante à la croissance de l'exportation de produits agricoles. En l'occurrence, café, cacao, bois, qui vont même constituer près de 80% des exportations.
La croissance également de l'investissement public pour développer l'intérieur du pays particulièrement, mais pas seulement, bien sûr également à Abidjan. On a eu ce qu'on appelait les plans quinquennaux, n'est-ce pas? Et les investissements publics qui vont représenter près de 50% de la dépense publique. Bien sûr, pour procéder à ces investissements, l'État ivoirien va s'adresser au marché international, n'est-ce pas, pour mobiliser cette épargne internationale pour pouvoir investir dans le pays. Ce qui donc, va de soi, entraîne l'endettement public. Un endettement public d'ailleurs qui s'est avéré très important. Un exemple, un chiffre, en 1977, la dette extérieure était estimée à 60% du PIB, c'est-à-dire 60% de la richesse créée par l'économie. Bon, c'est vrai, c'est en dehors de notre période, mais en 83, par exemple, elle était de 100%. Pour dire que cette dette n'était pas négligeable. Depuis 2011, comme je vous l'avais dit, je préfère prendre les périodes où nous avons une croissance un peu plus entre guillemets, pérenne et une croissance qui est importante également, déjà 5%, 6%, 7%. 2011, reprise effective de la croissance. Le taux de croissance de l'économie ivoirienne oscille en moyenne autour de, tout dépend aussi du calcul, en moyenne de 8% sur la période de 2012-2019 par exemple. Cette croissance est à la fois intensive, donc elle va reposer sur la productivité multifactorielle, encore une fois, les facteurs mis ensemble, leur combinaison qui produit de l'effet, et également extensive parce qu'on va continuer à accumuler le capital, on va continuer à accumuler le travail. Il y a une reprise de l'accumulation du capital physique et une constance de la contribution du facteur travail. Donc, bien sûr, les emplois. La productivité de la main-d'œuvre, pendant donc cette période, qui continue bien sûr, qui est remise parfois en cause, on va y revenir. La productivité de la main-d'œuvre est disproportionnée suivant les secteurs en Côte d'Ivoire. Il y a des secteurs qui sont plus productifs, dans lesquels plutôt on va retrouver une main-d'œuvre très productive, et d'autres moins. Parmi ces secteurs, les secteurs où la main-d'œuvre est moins ou est faiblement productive, c'est en général l'agriculture et les services en général. Donc vous comprenez que là où on a une plus grande productivité, c'est donc le secteur, n'est-ce pas, de l'industrie. Un exemple en 2017, peut-être que comme ce sont des chiffres globaux et pas, disons, des pourcentages, ça peut ne pas dire grand-chose, mais par exemple, la valeur ajoutée brute par travailleur en 2017 dans le secteur industriel était de 6800. Donc là, nous sommes en milliers de francs. Donc nous sommes à 6 000 par an. Nous sommes à 6 millions, donc 6 millions 800 000 dans le secteur industriel. Quand dans les autres secteurs, comme le secteur des services, on se retrouve à peu près environ à 1 million 200 et dans le secteur de l'agriculture à environ 800 000. Donc pour dire encore une fois que dans le secteur de l'industrie, on a une productivité de la main-d'œuvre plus importante que dans les autres secteurs. Pendant cette période, nous avons également une hausse de l'investissement public, mais aussi de l'investissement privé, qui a comme conséquence pour l'État son niveau d'endettement. Ça, c'est un débat en Côte d'Ivoire. L'endettement, est-ce qu'il est viable? Bien sûr, les gens bien sûr, il va y avoir différentes écoles, certains qui vont démontrer qu'il n'est pas viable. Attention, nous sommes en train de nous étouffer.
Bon, bien sûr, le gouvernement va défendre sa viabilité, soutenu d'ailleurs à demi-mot, on peut le dire, par les institutions de Bretton Woods. L'encours de la dette, par exemple, donc c'est-à-dire ce que nous devons encore payer, lorsque, ou rembourser, lorsque on le prend en valeur, en pourcentage du produit intérieur brut, dans la création de richesses, en 2023, on est à environ 59%. Plus de la moitié de la richesse créée. Donc la valeur de la dette, donc, est supérieure en fait à la moitié de la richesse créée, pour faire simple, ou pour dire simplement les choses. Voici comment se présentent dans l'ensemble, disons, ces deux périodes et les caractéristiques que nous avons. Et évidemment, quand on a dit cela, où réside l'inclusivité de cette croissance? On repart toujours sur nos deux périodes. Les retombées de la croissance économique lors du miracle ivoirien. C'est clair que parmi nous, certains sont encore nostalgiques. Infirmerie, hôpitaux gratuits. En tout cas, quand j'étais enfant, je me souviens qu'on n'avait pas besoin de payer grand-chose. Et on avait également, n'est-ce pas, des soins, enfin, on avait des soins gratuits. L'école, bien sûr, également. À l'époque, si je me souviens bien, n'est-ce pas, le privé était en général destiné à ceux qui avaient de moins bons résultats. Quand le public était destiné à ceux qui avaient, n'est-ce pas, leur CP bourse, par exemple. Donc, il y avait cette confiance dans le système éducatif. Élément très important, augmentation du niveau de vie des Ivoiriens. À la fin des années 70, il a atteint 1750 dollars américains par habitant, soit le double de ce qu'on avait en 1960, c'est-à-dire 900 dollars américains par habitant. À la fin des années 70, donc, on double notre niveau de vie en termes, n'est-ce pas, de revenus par habitant. La création des emplois également est de mise, création d'emplois par le secteur public et par le secteur parapublic. Beignet nous dit par exemple que, hormis la fonction publique, l'emploi du secteur public représentait au début des années 80, on fait une extension, près de 40% du volume global de l'emploi du secteur moderne, Donc il y a des retombées qui sont clairs, qui sont, disons, très visibles. Et encore une fois, je pense que parmi nous, beaucoup encore sont nostalgiques en disant autant en telle année, voici ce qu'on avait. Et puis, on peut faire un prolongement. Il y a eu aussi en temps la constitution d'une bourgeoisie d'État, ce qu'on appelait bourgeoisie d'État, notamment Médard et Faure, n'est-ce pas, qualifié de bourgeoisie d'État. Alors, qu'est-ce qu'on constate pour la période 2011, disons à 2024? Il y a une relative timidité de l'inclusion. Mais attention, là nous avons, disons, 13 ans, alors que là, miracle ivoirien, c'est 60 à... Bon, tenons compte aussi de cet élément. Il est clair que les conditions sociales se sont améliorées légèrement dans la mesure où le taux de pauvreté a reculé, disons aussi, relativement légèrement. En 2008, il était de 48,9%, en 2018, de 39,4%. Toutefois, les tendances régionales de la pauvreté cachent de profondes disparités régionales. Il y a des régions particulièrement, bon, il est dit que c'est 3 régions sur 4, 3 régions sur 4, donc le taux de pauvreté en 2018 était supérieur au taux de pauvreté national. Ce n'est pas négligeable. Ou au moins dans 3 régions, oui, dans 3 régions sur 4. Donc en fait, 75%. Selon les données que j'ai de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Les facteurs explicatifs des faibles performances du marché du travail ivoirien également, donc pour cette timidité donc de l'inclusivité, cette
timidité peut se percevoir également à travers cette performance, cette faiblesse de performance, qui, selon toujours la Commission économique pour l'Afrique, serait causée par un système éducatif qui, à cause de la tendance baissière observée, notamment dans les dépenses courantes d'éducation, reste moins performant en termes d'efficacité et d'équité. Un élément également qui nous permet de nous situer, c'est que le taux d'emploi vulnérable, bon, c'est plutôt dans le bon sens, mais encore une fois, la variation, elle est faible, d'ailleurs encore élevée. Le taux d'emploi vulnérable a baissé certes de 78,2% en 2011 à 69,3% en 2019, mais il reste à un niveau élevé, comme vous pouvez le constater. Tandis que le taux d'emploi informel est estimé à 90,5% en 2019. Le secteur informel est caractérisé donc par des productivités faibles en général, qui induisent donc des rémunérations souvent inférieures au SMIC. Des inégalités subsistent entre Abidjan, qui va, n'est-ce pas, accueillir qui accueille 22% de la population pour 80% de l'activité économique. Donc Abidjan et le reste du pays. Le taux de pauvreté, quant à lui, est en baisse, mais évalué à 37,5% en 2021, ce qui n'est pas négligeable non plus. Pour dire tout simplement que, bien sûr, l'inclusivité depuis 2011, apparemment, est à relativiser. D'ailleurs, certaines personnes ne diront-elles pas qu'on ne mange pas la croissance. On ne mange pas la croissance. Alors, quels pourraient être des enjeux ou quel peut être l'enjeu de l'inclusivité de la croissance? Même si nous avons des retombées qui ont été perceptibles pendant le miracle ivoirien, ce modèle a été déconstruit. Il s'est effondré par la crise économique et, bien sûr, les programmes d'ajustement structurel. Donc, il a donc montré que ces bases étaient finalement chancelantes. Quant à l'autre période, donc depuis 2011, comme nous l'avons constaté, l'inclusivité espérée également depuis le début de la relance, donc semble tarder. Nous pourrions nous demander si les effets limités de l'inclusivité, de la croissance, ne pourraient pas être expliqués ou s'expliquer par une logique de la redistribution étatique qui finalement montre ses limites. La redistribution, c'est cet ensemble d'opérations que l'État et les organismes de protection sociale vont mener, par l'intermédiaire desquels, n'est-ce pas, une partie des revenus est prélevée sur certains agents économiques ou catégories sociales et reversée au bénéfice d'autres ou même personnes par le biais des prestations sociales. On va distinguer la redistribution qui est dite horizontale lorsqu'elle vise le maintien des ressources des individus qui sont atteints par des risques sociaux, dont les maladies ou le chômage, et qualifiée de verticale lorsque son objectif sera de réduire les inégalités. Mais dans tous les cas, nous avons un processus pour lequel, n'est-ce pas, l'État se présente, n'est-ce pas, comme, disons, moteur ou encore qui oriente en fait cette redistribution. La redistribution étatique, souvent prônée pour conduire la croissance inclusive, peut être tronquée par la conception même de la redistribution. Elle peut s'altérer considérablement par la pratique de ce que Jean-François Bayard nomme la politique du ventre. La politique du ventre est, pour le détenteur d'un pouvoir politique ou un décideur public, l'art de bien manger. Je reprends les termes de Jean-François Bayard.
le terme de manger peut être pris autant au sens propre qu'au sens figuré. Il a trait à l'ascension sociale, au marivaudage, à la corpulence, au lignage et à la maîtrise des forces invisibles. Par exemple, dit Baya, dans un pays africain, les rédacteurs du projet de constitution définissaient ainsi l'enjeu de la politique comme la possibilité d'acquérir la richesse et le prestige, d'être capable d'en distribuer les bénéfices sous la forme d'emplois, de contrats, de bourses, de dons d'argent, etc., à ses parents et bien sûr à ses alliés politiques. Donc c'est la question que je me suis posée. Est-ce que, bien sûr, je n'ai pas de réponse en tant que telle. Je n'ai fait que jeter le pavé dans la mare. Nous pourrons continuer la réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas une conception tronquée, finalement, de la politique qui nous empêche de tirer des profits de cette inclusivité de la croissance? D'ailleurs, en le disant ainsi, on peut bien percevoir également que la violence politique peut peut avoir sa source dans cette recherche de l'accaparement des fruits de la croissance, donc la richesse créée. Et donc, bien sûr, le pouvoir d'État, une fois obtenu, permet de décider qui va recevoir et qui ne va pas recevoir. Évidemment, dans ce cas-là, il y aura des personnes qui diront qu'elles ont été, n'est-ce pas, traitées injustement, de frustration, etc., etc. Je termine. Pour une croissance inclusive efficace, contrairement aux politiques destinées à combler directement les inégalités entre individus ou encore entre régions, qui sont souvent associées aux idéologies progressistes, là je me positionne, la croissance inclusive devait surtout avoir vocation à créer des règles de jeu équitables. Il me semble que c'est le plus important. Bien sûr, elle me dit comment. Je laisse également les 3 points de suspension. Je tiens également cette idée de Agrawal 2024. Et en ayant, n'est-ce pas, le souci de créer donc des règles de jeu équitables, cela pourrait nous conduire à probablement dépolitiser, n'est-ce pas, davantage la recherche de cette richesse, donc qui comprend bien sûr ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, la rente. La rente. Donc notre avenir dépendrait plus, dans ce cas, de notre talent et de nos efforts, dans cette perspective. Et là, bien sûr, j'épouse le modèle de croissance endogène, où bien sûr on va mettre l'accent sur la formation, bien sûr, sur l'éducation, sur, bien sûr, les structures, les infrastructures publiques, mais bien sûr en accordant bien sa place au privé, et bien sûr la recherche-développement et tout ce qui va avec. C'est un challenge pour notre économie. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous nous flattons avec des chiffres? Ou bien est-ce que ce qui nous est proclamé relève de la franchise, donc des échanges qui nous permettraient ensemble de concevoir et de percevoir les chemins à emprunter pour une économie plus prospère, une économie dont les bénéfices, dont les richesses créées profiteraient à une grande partie de la population, particulièrement à ceux qui y contribuent. Monsieur le ministre, Majesté, et sœurs, mes pères, mes frères, en Christ, en humanité, tels sont les propos que j'avais souhaité partager avec vous ce soir, en espérant avoir été
clair, en espérant avoir partagé quelque chose qui apporte, n'est-ce pas, à notre connaissance ou un partage de connaissances. Je vous remercie. Merci Père Ndiomon pour cet éclairage qui nous aide à voir un peu plus clair dans ce chantier qu'est l'économie inclusive. Vous avez ouvert des fenêtres. Il nous reviendra tout à l'heure d'y entrer pour des échanges. Mais avant, j'aimerais rapidement synthétiser le propos du Père, qui a conclu par ces thèmes-là. La croissance inclusive devrait plutôt avoir pour vocation de créer des règles de jeu équitables. Comment? La question reste posée. Il suggère une dépolitisation de la recherche de la rente. Il nous demande d'investir, comme par hasard, dans la formation. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ce thème est revenu. L'éducation également. Le développement et la construction d'infrastructures. Préalablement à cette conclusion, le Père a fait la genèse de l'économie moderne en revisitant des auteurs tels que Adam Smith, David Ricardo. Il a défini la croissance économique. Il a parlé de modèles économiques, modèles ou théories économiques. Il nous a également brossé l'évolution de l'économie ivoirienne en retenant pour axe de son intervention deux périodes. 1960-1978 avec une croissance expansive. 2011-2025, une croissance à la fois intensive et extensive. Il a abordé la question des retombées sur la période 1960-1978. Il a évoqué l'État-providence, gratuité dans le secteur de la santé, de l'école, hausse du niveau de vie et du pouvoir d'achat, création d'emplois. Pour la période à partir de 2011, il a avancé une certaine timidité de l'inclusion. Je n'en dirai pas plus. Il a cherché à déterminer des facteurs pour les expliquer. Un système éducatif moins performant. La baisse du taux d'emploi vulnérable. Un taux d'emploi informel en hausse. Le Père a fait noter que les inégalités existaient entre la capitale économique Abidjan et les autres régions. Il nous demande de noter que le taux de pauvreté est en baisse. Et finalement, il faut dire que cette inclusivité-là est à relativiser. Quels sont les enjeux de l'inclusivité de la croissance ? À ce propos, il a parlé de logique de redistribution qui a montré ses limites. Il a parlé en matière de redistribution de deux aspects, horizontal et vertical. Il a évoqué la politique du ventre, l'art de bien manger. C'est un verbe que nous aimons bien en Côte d'Ivoire. Il a évoqué une conception tronquée de la politique de redistribution qui justifie à bien des égards la violence politique à laquelle nous assistons par moments. Je crois avoir été plus ou moins fidèle au propos du Père. Pour la série des échanges qui va s'ouvrir, il suffira juste de lever la main. Et contrairement au marché d'Abidjan, le temps de parole n'est pas à prix d'or. On va dire même qu'il est gratuit, partagé et surtout illimité. À une seule condition, soyons précis et concis. Qui pour la première question? Nous sommes bien timides aujourd'hui. Oui. Pour votre intervention, vous venez vers moi pour les caméras.
et vous vous tournez vers les caméras et vous posez votre question ou vous faites face aux caméras. Vous mettez comme ça. Comme ça. Voilà. Vous mettez là, vous regardez le père. C'est bon? D'accord. Bonsoir mon père. Bonsoir. Bien que nous parlions d'économie aujourd'hui, je suis Hilaire Aboké, membre de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Une question pour commencer. Le secteur informel en Côte d'Ivoire, comme on le dit, c'est un secteur informel qui n'est pas organisé, mais pour certains économistes, il est porteur de croissance des richesses. Alors, à quelles conditions peut-on l'encadrer pour qu'il devienne viable, pour qu'il puisse le compter de manière officielle dans les chiffres économiques de l'État du Côte d'Ivoire? Je réponds en même temps. Oui, Merci Hilaire pour la question. Sachant que la notion d'informalité même de l'économie reste encore un débat. Qu'est-ce qui est informel? Prenons par exemple le cas des Wawon. Est-ce que c'est l'informel? Est-ce que c'est le formel? La mairie les reconnaît. Est-ce que l'État central les reconnaît? Je ne sais pas. Bon, dans certains pays, par exemple, vous avez les mototaxis. Même en Côte d'Ivoire d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, vous avez les toc-toc, je crois, comment ça s'appelle encore? Les tricycles. Parfois, ils sont taxés. Mais si on les taxe, donc on reconnaît leur existence. Qui n'est pas peut-être le cas de l'État central. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, ça reste encore à être défini, hein, cette notion. Mais bon, supposons que nous entendions. L'encadrement, oui, bien sûr. Tout dépend encore une fois de l'activité. L'informel dans le secondaire, dans le secteur secondaire, ce n'est pas l'informel dans le secteur tertiaire ou dans le secteur agricole, secteur primaire. Prenez le cas des orpailleurs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui? Eh bien, les orpailleurs leur demandent soit vous rentrez dans l'ordre, soit, et d'ailleurs les gros moyens sont pris. Par contre, si vous prenez une activité comme celle du commerce, bon, le marché gourou, on voit quand même que quelque part, il y a une volonté, quelque part, de pouvoir donner à certaines personnes des conditions de travail, donc d'améliorer leurs conditions de travail. En termes d'encadrement, bon, je ne suis pas défenseur forcément de l'État de Côte d'Ivoire, mais il y a des ministères qui, normalement, sont supposés, n'est-ce pas, accompagner cette transformation. On sait par exemple que l'État n'hésite pas à recevoir, enfin l'État ou ses représentants n'hésitent pas à parfois rencontrer les transporteurs, donc secteur tertiaire. Donc je pense quand même qu'il y a des efforts. Mais encadrer, l'encadrement c'est aussi l'encadrement financier. Souvent d'ailleurs c'est ce qui est mis en lumière, mais vous comprenez que les finances, ça ne tombe pas du ciel. Enfin, permettez-moi ce terme. Les finances, c'est bien sûr l'épargne de certaines personnes qu'elles mettent à disposition d'autres personnes. Bon, parfois, c'est l'État qui va la prendre pour la redistribution, on peut le dire. Mais si on prend le privé, c'est bien sûr c'est cette épargne qui, par exemple, qui se retrouve en banque. Et donc, le banquier, il doit bien sûr veiller à ce que l'argent qu'il donne produise ses effets et enfin, au moins ses bénéfices. Donc là encore, ça reste un problème majeur, puisque quand un secteur n'est pas constitué comme il le faut dans la formalité, il réduit en fait ses chances d'avoir le financement. Sauf si, bien sûr, il rentre dans un financement aussi qui est informel, dans le système des tontines et autres, dans certains pays. Mais encore une fois, là, les possibilités sont plus réduites que lorsqu'on est dans le secteur formel. Mais dans le secteur formel, bien sûr, il y a la fiscalité qui va vous suivre. Voilà, je ne sais pas si j'ai abordé bien sûr que le secteur formel produit de la richesse, bien sûr, et contribue d'ailleurs à la création de la richesse. Supposons par exemple dans ces zones où il n'y a pas de possibilité de s'y rendre en dehors avec les toc-toc, les tricycles, que ça donnerait? C'est un élément parmi tant d'autres.
Ou encore, si vous n'avez pas ces petits vendeurs parfois à des points précis, qu'est-ce que ça donnerait? Bref, ce sont des activités qui peuvent aussi favoriser, n'est-ce pas, un élan, je dirais, de la création de richesses. Encore une fois, tout dépend du type d'activité. Merci. Une seconde intervention. Je suis Outomé Kano Hyacinthe. Je suis membre de la Commission nationale justice, paix et environnement. Merci, révérend Père, pour votre brillante intervention. De plus en plus, l'on parle du développement humain intégral. Donc, dans la perspective du développement humain intégral, ou encore DHI, quel modèle économique la Côte d'Ivoire devrait-elle privilégier pour une croissance inclusive et quel rôle l'Église peut-elle jouer afin que cette croissance mette réellement la personne humaine au centre de tout système? Merci Hyacinthe. Développement humain, c'est bien sûr pour dire que l'homme, en fait, l'être humain a de l'importance. C'est d'abord ça. C'est une sorte de, disons, de revendication face à parfois des politiques qui sont qualifiées d'inhumaines. Alors, comment est-ce qu'on recentre, en fait, la personne humaine en tout ça? Modèle à privilégier, je reviens à ce que, enfin, à ce modèle, au modèle de la croissance endogène en général, où on va mettre encore l'accent sur le capital humain, la formation du capital humain. Parce que ça c'est vrai, la personne gagne en termes de productivité, mais c'est aussi, peut-être on ne va pas le dire, on ne va pas le voir immédiatement, c'est aussi une personne qui augmente ses chances d'avoir une intégration socio-économique plus importante. Bon, on était sur un chantier, je vous donne un exemple, on était sur un chantier et on constatait que le chantier était sale. Le chef du chantier dit, mais oui, je donne les ordres à tous ceux-là, mais ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas de niveau pour comprendre ce que je leur dis. Donc pour lui, évidemment, donc c'est un élément parmi tant d'autres. Le vivre ensemble, comment est-ce qu'il est favorisé, justement, encore une fois, par la croissance. Donc je reviens encore sur le modèle de croissance endogène, lequel, encore une fois, l'importance de l'humain n'est pas, à discuter. C'est important, bon, l'humain bien sûr, mais aussi, quand on parle de l'humain, c'est bien sûr l'environnement dans lequel il est. L'environnement, que ce soit l'air, que ce soit, n'est-ce pas, la faune ou encore la flore. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont, je dirais, à intégrer. Bien sûr, aujourd'hui, on intègre également, dans certains modèles, on intègre les questions directement, les questions de la durabilité, dans le sens de la durabilité. Bon, je n'ai pas vraiment abordé la question ici, mais c'est bien sûr à ne pas oublier. L'Église, bien sûr, l'Église joue toujours son rôle d'enseignante qui sensibilise pour faire comprendre encore que la valeur de l'homme ou de l'être humain n'est pas à discuter. La création de richesse, elle doit être au service de l'être humain. On ne crée pas de la richesse pour créer de la richesse, on crée de la richesse qui est au service de l'être humain. Ou encore, quelles que soient les activités qu'on doit bien, n'est-ce pas, mener, l'être humain devait être toujours au centre. Bien sûr, ça prend différentes connotations. Hein. Le patron ne tiendra pas le même discours que l'employé. Ou encore, quand je dis le patron, celui qui est dans le public, il ne tiendra pas le même discours que celui dans le privé. Donc là aussi, c'est encore une fois à entendre. Et par exemple, les patrons français, disons chrétiens, avaient publié un ouvrage là, où qui était intitulé « Le capitalisme à visage humain », si j'ai bonne mémoire. C'est ça? Le capitalisme à visage humain.
reconnaissent que oui, ils ont fait attention. C'est vrai, ils créent de la valeur, ils sont appelés à créer de la valeur dans leur entreprise, mais ils ont avec eux des collaborateurs, des collaboratrices qui sont des personnes dont il faut tenir compte. Donc parfois, bien sûr, ça pose problème, mais donc le développement humain intégral nous essaie de nous, n'est-ce pas, de nous rappeler cela, tout comme également le discours social de l'Église essaie de nous rappeler cela aux hommes, aux femmes de bonne volonté, toujours. Voilà, merci Yacine pour votre question. Une troisième intervention. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, je voudrais dire merci au Père pour son brillant exposé. Et merci aussi à la Commission Paix et Justice. Je suis Kofi Fabrice, docteur en philosophie, spécialiste de logique et épistémologie des sciences. J'ai deux questions à poser aux conférenciers. Ma question est relative à la première partie de votre développement. Vous avez parlé beaucoup de l'endettement et également de certaines définitions sur le thème de l'endettement également. Selon Walter William, l'endettement excessif est comme qui peut détruire même les plus solides des navires. Cependant, l'endettement demeure une pratique courante dans la plupart des États faisant face à un déficit de ressources. Pour faire face aux besoins de financement ressentis. Face à ce paradoxe, l'endettement public est-il favorable au développement économique des pays en voie de développement? L'endettement public est-il favorable au développement économique des pays en voie de développement? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est, quelle comparaison pouvez-vous faire des systèmes économiques capitalistes et les systèmes économiques socialistes? Merci. Merci. Je dirais que là, vous cherchez à faire une petite provocation. Mais je commence par la première question. Normalement, l'endettement n'est pas, disons, contre, n'est-ce pas, le développement. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a en fait comme ressources mises à notre disposition. Prenez le cas de la période du miracle, enfin du miracle ivoirien. Oui, on s'est endetté, on a construit bien sûr des complexes, parfois on a eu ce qu'on appelle les éléphants blancs. Après il faut rembourser. Si votre investissement n'est pas productif, bien sûr, vous n'aurez pas de création de richesse nécessaire pour rembourser votre dette. Et c'est là que le problème commence. C'est le même cas quand on a, comme une personne, un individu. Oui, vous espérez avoir des ressources, vous empruntez, on suppose que vous êtes fiable, on vous empruntez. Et puis, bien sûr, il faudra rembourser. Mais si au moment de rembourser, par exemple, la personne qu'on a une période de chômage, avec une baisse drastique de ses ressources. Bon, là encore, c'est peut-être involontaire. Il peut arriver qu'elle utilise cette ressource pour faire autre chose. Des personnes qui empruntent, par exemple, pour des funérailles, pour se marier. Est-ce que c'est productif ou ça ne l'est pas? Comparé à quelqu'un qui va emprunter, par exemple, pour une entreprise, pour créer une activité créatrice de valeur. Donc l'endettement, encore une fois, n'est pas nocif normalement, puisqu'il augmente les capacités de création de richesses. Et le problème qui s'est posé, bien sûr, vous reviendrez sur les questions des dépasses qui ont résulté, n'est-ce pas, de la crise d'endettement et tout cela.
Mais normalement, l'endettement n'est pas nocif. Il doit pouvoir être bien. Non, il peut y avoir aussi des pièges, l'endettement. On peut savoir que vous n'êtes pas, c'est arrivé justement, au niveau international, qu'il y ait, n'est-ce pas, des disponibilités, des liquidités aux fusions, et que donc, pour lesquelles il était facile, n'est-ce pas, de libérer, n'est-ce pas, de prêter. Donc, que vous ayez, n'est-ce pas, des garanties ou pas, on vous donne, parce que bon, ça ne vaut mieux donner que de garder, que de garder ça chez soi. Évidemment, c'est arrivé, n'est-ce pas, et à la suite de cela, enfin, c'est l'un des éléments qui avait conduit aussi à la crise de la dette des pays africains. Donc, pour dire encore une fois que la dette, normalement, n'est pas nocive, au contraire, elle doit pouvoir aider à produire des richesses, mais encore une fois, il faut savoir l'utiliser. Comparaison de système économique capitaliste et système capitaliste social. Monsieur le ministre, permettez-moi de me situer. Je ne l'ai pas dit dès le début, mais je suis partisan du libéralisme économique. Je suis d'une école de pensée libérale, parfois qualifiée d'ultralibérale. Je n'hésite pas à le dire. Parce que, encore une fois, je mets au cœur du système la liberté et la responsabilité. Ça peut être interprété de différentes manières. Un système économique, bon, qualifié de capitaliste par rapport au capital, on va dire qu'on met plus l'accent sur les ressources financières, mais bon, c'est pas ça d'abord le système. Le système, c'est un système, n'est-ce pas, de production qui va, n'est-ce pas, accorder de l'importance, c'est vrai, à la production, à l'accumulation, mais un tel système, il est fait également par des hommes qui doivent faire attention à considérer également leurs semblables. Le système socialiste, oui, il va dire qu'il met au centre, n'est-ce pas, l'être humain, et qu'il est plus humain ou bien humanisé que le système capitaliste. Mais je pense qu'au fond, le plus important, c'est la considération que l'on fait, encore une fois, de la personne humaine. On a des systèmes, bon, c'est vrai, je suis ultralibéral, je me qualifie d'ultralibéral, mais je reste toujours magnifié avec certaines économies, notamment scandinaves, où l'État est bien plus fort. Il y a une telle confiance dans les décideurs publics que ces problèmes qui peuvent se poser dans d'autres pays, ils n'ont pas. Alors que vous avez d'autres pays, n'est-ce pas, des systèmes dits capitalistes, où, bien sûr, les inégalités sont criades. C'est vrai aussi que dans un système capitaliste, dit capitaliste, les inégalités observées sont en général plus importantes que dans un système dit socialiste. Bon, maintenant revenons, monsieur Dr Kofi, à nos pays. C'est vrai que nous avons eu des expériences de pays, n'est-ce pas, qui sont qualifiés de socialistes ou de régimes socialistes, n'est-ce pas? On a eu le Ghana avec Nkrumah, n'est-ce pas? On a eu d'autres pays, la Tanzanie également. Bon. Mais vous comprenez que le système ghanéen, même socialiste, n'est pas forcément le même système qu'avec Sékou Touré. Donc, dans tous les cas, il y a toujours des nuances à faire. Tout système, je pense que le système en lui-même n'est pas négatif, bien sûr, tant que l'être humain est considéré. Et c'est lorsque on commence à, bien sûr, à porter atteinte à cette dignité de la personne humaine que le problème se pose, effectivement. Bien sûr, vous êtes philosophe, vous avez dit, hein, vous êtes philosophe. Oui, non, le problème, c'est la définition de cette dignité. Est-ce qu'elle est pareille pour l'Ivoirien que pour le Burkinabé, pour l'Américain? Ça, c'est encore une autre question. On va rentrer dans le débat de la relativité, on va encore revenir au rasoir d'Occam, ce genre de choses, n'est-ce pas? Bon. Excusez-moi, pardon. Voilà. Non, merci pour votre question, Dr Kofi. On a une dame par ici. Et ensuite... Merci, je suis Aminata Fofana. Merci, mon père. Tout à l'heure, vous avez parlé de tenir compte du facteur humain. Et on a parlé aussi des dames du marché gourou. Alors, du coup, on assiste, en fait, depuis quelque temps à un phénomène.
voilà, des dames qui sont en concurrence directe depuis un certain nombre d'années avec des géants. Sur les grandes surfaces, par exemple, il y a des moments où le kilo de tomates, on l'a à 490 francs sur certaines grandes surfaces. Au marché Gouro, on le vend à 1500 francs. Alors, ces dames-là, comment est-ce qu'on tient compte d'elles? Parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est un modèle économique qui est en train de se dessiner. Et bon, on est tous témoins de cela, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces dames-là quand on veut parler d'inclusion économique? Merci, Madame Fofana. Merci. Merci. Oui, je m'appelle Pierre Kipré. J'ai voulu prendre la parole parce que c'est un peu pour aller dans le même sens. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt ultralibéral. L'une des caractéristiques de l'ultralibéralisme apparue au moment où Reagan était président et dans le prolongement d'un certain nombre d'économistes américains, posait comme principe qu'il n'y ait pas de régulation faite par l'État. Alors, ces dames du marché Gouro, l'État a-t-il la capacité de régulation pour qu'elles participent au moins à cette croissance dont on a parlé? Deuxièmement, croissance pour qui? Pour les plus gros ou pour ceux qui sont dans le secteur informel? Vous avez eu quelques petites difficultés à nous préciser ce que c'est ce secteur informel. Écoutez, le secteur informel, du moins c'est le choix que j'avais fait en 72 quand je préparais ma thèse, c'est de dire que le secteur informel, il se caractérise par 3 éléments. Premier élément, aucune formation systématique, aucune formation technique. Deuxième élément, un financement généralement familial ou lié à la parenté. Et troisième élément, la confusion permanente entre chiffre d'affaires et bénéfices. Voilà ce qui caractérise le secteur informel. Et ce secteur informel, qu'on le veuille ou non, se développe et continue de se développer et continue d'intéresser les hommes politiques parce que c'est celui qui permet de résorber indirectement une partie du chômage sans que celui-là qu'on croit en train de travailler ait un niveau de vie au moins égal au SMIC. Il est généralement en dessous du SMIC. Donc, résultat, pour reposer à ma question, l'État, que fait-il pour que ce secteur puisse lui aussi participer à la croissance dont vous avez si bien parlé? Merci, Père. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame Fofana. La concurrence, elle est tout à fait normale dans un monde libéral. Bien sûr. Tout à fait normal dans un monde libéral. Maintenant, quelles sont les stratégies des personnes en concurrence? Madame Fofana, si au marché Gouro, vous avez une tomate, je dis comme ça, à 1000 francs, et dans la grande surface, vous l'avez à 200, vous irez où? Donc, il y a le comportement individuel. C'est vrai, quand on parle de capitalisme, ou enfin de système d'économie du marché, il y a
il y a le comportement de l'individu qui est important. Bien sûr, une autre personne pourra dire, pour des raisons de patriotisme, j'irai quand même là-bas. C'était par exemple le débat sur, je reviens à cela, sur le débat sur le commerce équitable. Il y a des boutiques de commerce équitable qui se réclamaient vraiment de vrai commerce équitable, dont les produits étaient plus chers que les produits, ceux qu'on retrouvait en grande surface. Il y a des choix à faire. Pour revenir aux femmes du marché Goro, seulement, c'est vrai, ce sont nos mamans. Il y a des stratégies à adopter. Est-ce qu'on se met ensemble? Quelles sont nos sources d'approvisionnement? Comment est-ce qu'on fait comprendre aux uns aux autres, à la population, à nos clients, voilà, nous sommes là, nous avons notre façon de produire qui parfois, peut-être qu'à cause des techniques qu'on utilise, peut faire que nos produits coûtent plus cher. Donc, ce n'est pas pour dire que je mets de côté, n'est-ce pas, les difficultés qui sont réelles, mais c'est pour dire encore une fois que si on tient à... Enfin, on est dans une logique, encore une fois, libérale, il faut accepter qu'il y a la concurrence, mais il faut bien sûr avoir des stratégies. Ce n'est pas des stratégies pour tuer, bien sûr, les autres, mais, encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour répondre à également la demande qui est faite? Quel est le produit que j'offre à celui qui vient vers moi? Quelle est la qualité du produit? La régulation. Merci également pour votre intervention, Monsieur le ministre. Oui, on a vu bien sûr les échecs qui sont mis en avant du système américain. On l'a vu également avec Margaret Thatcher, particulièrement d'ailleurs le système ferroviaire. Ce sont des éléments de l'échec, mais en même temps, ce sont des économies qui n'ont pas cessé de séduire. Paradoxe. On demande à quelqu'un de choisir aujourd'hui entre aller en Russie, aller aux États-Unis. Bon, sur 10 personnes, je ne sais pas combien de personnes accepteraient d'aller plutôt en Russie. Mais, encore une fois, pour moi, c'est... Bien sûr, on dirait que je suis en train de rêver. Bon, mais les rêves, c'est bien. Le rôle de l'État, c'est un peu comme un arbitre dans un match. Dans un match de football, on a l'arbitre qui voit où il y a les fautes, parce que les règles du jeu sont d'ailleurs connues. Bien sûr. Il dit, là, vous avez pris le ballon avec la main, c'est une faute, on ne fait pas ça. Donc, par exemple, si vous avez un arbitre qui, à 1 minute de la fin du match, où une équipe est en train de mener 2-0, l'arbitre dit, bon, maintenant, cette équipe gagne. Non, c'est pour ça que, encore une fois, je pense que le rôle de l'État, particulièrement, c'est ce rôle d'arbitre. On me dira maintenant, comment est-ce que les règles du jeu sont établies? C'est là où je suis coincé. C'est là où je suis coincé, parce que, évidemment, le plus fort cherchera toujours à avoir des règles en sa faveur. Et c'est aussi pour cela que dans des systèmes démocratiques, entre guillemets, il y a des contre-pouvoirs effectifs. État de droit, ça n'est pas proclamé. Il y a des mécanismes. C'est vrai que nous qui sommes ultra-libéraux de notre école, nous disons que nous sommes les vrais libéraux et que les Américains, bon, en général, les autres sont les faux libéraux parce qu'ils changent les règles du jeu en leur faveur. Alors que nous pensons que, c'est pour ça que je dis encore, nous sommes peut-être des rêveurs, nous pensons que on doit pouvoir d'abord, enfin, un des éléments majeurs d'ailleurs, départ, c'est de dire que l'être humain, il est faillible. Si je suis faillible, je dois donc pouvoir mettre en place un mécanisme qui me permet de ne pas être arbitraire parce que faillible. Et ça se discute en communauté. Enfin, en communauté, dans la nation. Voilà. Je n'ai pas de réponse claire. Encore une fois, je rêve, je continue de réfléchir aussi avec les autres. Comment est-ce qu'on fait avancer notre libéralisme, qu'on qualifie de vrai libéralisme, contrairement à ceux qui vont changer les règles du jeu, comme
J'espère qu'on le retrouve justement dans une forme de libéralisme. Ce faux libéralisme, bien sûr, c'est ce qu'on a eu avec les programmes d'ajustement structurel. On mettra tout le monde dans le même panier, c'est le libéralisme. Mais nous pensons qu'il y a des nuances à faire. Je n'ai pas forcément tellement de réponses, mais encore une fois, c'est peut-être des convictions. Il faut chercher encore une fois à pouvoir les défendre et à continuer, n'est-ce pas, à réfléchir, mais je ne peux pas être séduit par le socialisme en tout cas. Désolé. Je ne peux pas être séduit par ni l'interventionnisme. Parce que je me dis, l'être humain, également le socialiste décideur, c'est un être humain également qui a ses faiblesses. On l'a vu également dans un système socialiste ou un parti socialiste où, bien sûr, les personnes ont des dérives. L'être humain, il reste faillible. Comment est-ce qu'il se contrôle? Comment est-ce qu'il se laisse contrôler? Et comment est-ce qu'il contrôle les autres? Ça, c'est la question de tout ce qui est attrait au contrat social et autres. Il faut parler, bien sûr, du contrat social. Monsieur le ministre, désolé. Désolé. De toute façon, il n'y a plus d'économie socialiste du temps comme ce qui existait du temps de l'URSS. Même la Chine, aujourd'hui, parle d'économie socialiste de marché. Et on compte, j'ai regardé la liste de la revue Forbes, qui donne la liste des milliardaires. Aujourd'hui, en Chine, ils sont 10 millions de milliardaires en dollars. Or, à Abidjan, ici, je ne sais pas combien nous sommes. Je me compte dedans, bien sûr. Ma soeur, qui va se négliger? Donc, aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout simplement parce que le système, on a bien vu ses limites. Ses limites. On a vu également qu'il y a un monde entre la théorie marxiste de la plus-value et la réalité. Aujourd'hui, l'un des problèmes que rencontre la France avec le mouvement Bloc Tout part aussi de tout cela. Donc, ne vous désolez pas, on est dans la course. Merci, monsieur le ministre. A le mérite de réveiller la salle. On va prendre une autre question, une autre intervention. On a notre ami au fond. Oui. Oui, on le prend d'abord et ensuite on revient aux internautes. Merci au père conférencier. Je vous ai pris pratiquement vers la fin, mais il y a justement une question qui traverse mon esprit. J'ai lu un texte de 1857, Madame Bovary, où l'un des personnages disait que l'éducation, c'était le métier le plus maudit du ciel. Parce que justement, ceux qui sont formés n'ont pas l'argent. Et ceux qui ont l'argent ne sont pas formés. Bon, en m'appuyant justement, peut-être généralement, au niveau de la Côte d'Ivoire ici, est-ce que vous pensez réellement que le système éducatif est adapté au système économique quand on connaît ceux qui ont l'argent? Merci. Vous ne vous êtes pas présenté. Merci, monsieur Kofi. Bien, nous sommes en Côte d'Ivoire et dans notre système, l'éducation, c'est l'apanage de l'État. Il ne fait que déléguer ses pouvoirs peut-être à des privés. Je ne me trompe pas, monsieur le ministre. L'éducation, c'est l'éducation nationale, qu'elle soit primaire, secondaire et tout ça. C'est l'État. Et maintenant, lui, il dit, bon, vous avez la capacité ou me présenter une certaine garantie pour m'aider davantage. Sinon, je dirais dans un système libre, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas votre comment est-ce qu'on pourrait dire cela, votre programme éducatif
un autre aurait son programme éducatif en concurrence, on voit l'effet. Qu'est-ce qui produit plus d'effet? On pourra dire encore il y a des risques de dérive et tout ça. Ça, c'est clair. Mais un tel système permet de faire émerger les propositions sociales supposées, en général, les mieux, je dirais, perçues. Le marché du travail. Est-ce que si vous avez normalement les moyens, vous iriez, par exemple, et que vous avez des enfants, vous irez les inscrire dans des établissements qui, pour vous, fabriquent des chômeurs? Normalement, non. Il y a de la réputation des établissements également. Normalement. Une réputation, on dit, ah, cet établissement, il produit. Cet établissement forme des étudiants de très bonne qualité. Et donc, la raison pour laquelle, parce que j'ai les moyens, je le fais. Mais l'État lui-même a normalement ce devoir de former et de former en bonne qualité. Encore une fois, avant que vous n'arriviez, certainement, je dis, quand nous étions plus jeunes, l'établissement public était réputé bon. C'est là-bas qu'on orientait, n'est-ce pas, ceux qui avaient la bourse. Et ceux qui n'avaient pas à avoir le niveau de la bourse allaient au privé. La logique a quelque peu, je pense, changé. Voici des éléments qui, à mon avis, devraient pouvoir nous aider à réfléchir encore. Oui, il faut pouvoir répondre à la demande à partir de notre système éducatif. Raison pour laquelle, d'ailleurs, parfois, l'État vous demandera, est-ce que vous avez fait votre étude de marché? Est-ce que vous êtes sûr que la formation que vous voulez mettre sur pied, elle correspondra, n'est-ce pas, au marché? Bon, elle joue ce rôle de surveillant. Bon, c'est bien sûr le système dans lequel on est. Sinon, normalement, aussi, on aurait pu avoir l'émergence spontanée, n'est-ce pas, de systèmes de formation qui se confronteraient et qui permettraient d'avoir meilleur. La preuve, vous avez, n'est-ce pas, des écoles qui suivent d'abord le programme proposé par l'État et qui le complètent de certaines intuitions que l'État permet aussi. Oui, allez-y. En général, ceux qui ont l'argent, ils n'ont pas besoin de faire une étude de marché. Prenons un exemple. Un monsieur qui a 10 baka, il a l'argent, il prend son baka, il met sur le marché. Voilà, bon, ça c'est un constat. Okay. Maintenant, quand je fais des observations concernant les systèmes éducatifs, on voit qu'ailleurs, quand on doit financer des gens pour faire le BTS ou le doctorat, les entreprises offrent leurs projets et des gens font des propositions. Ils postulent et le méritant, il va faire cette formation. C'est sûr qu'au terme de la formation, il a déjà une place quelque part. D'ailleurs, c'est formation, travail, ou bien éducation, travail en même temps. Donc c'est là un peu je vais dire, la difficulté au niveau de la Côte d'Ivoire. Enfin, puisque nous sommes déjà dans le système en tant que doctorant et puis en tant qu'enseignant également. On enseigne la grammaire. Moi, je fais lettres modernes. Si ce n'est pas pour aller postuler ailleurs, je me demande comment je vais capitaliser ma formation en lettres modernes. Pendant qu'il y a d'autres langues qui sont en train de prendre le pas, justement, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est là la difficulté que nous avons au niveau de notre système éducatif. Monsieur le ministre est là. Bon, je ne vais pas déroger à la règle, mais bon, on a étudié vos livres avant, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vraiment difficile. Je pense qu'on doit faire vraiment une analyse sur cet aspect-là pour voir un peu comment l'élève peut en même temps aller à l'école et apprendre quelque chose, comme vous l'avez dit dans d'autres systèmes. Je ne vais pas citer de pays. Merci. Merci. Je crois qu'il ouvre des pistes de réflexion surtout. Sachant que dans certains systèmes, bien sûr, il y a déjà l'apprentissage à l'entrepreneuriat et tout cela. On n'est pas obligé d'être tous employés. Bon, ça encore, ça dépend des sociétés dans lesquelles on vit. Le ministre a quelque chose. Bon, enfin, comme j'ai été interpellé, si je savais que je n'étais pas venu. Non, notre système éducatif, pardonnez ma brutalité, est malade. Et il est malade depuis quelque temps.
la jeune ministre qui est là fait ce qu'elle peut. Comme le disait mon prof de mathématiques quand j'étais en seconde, comme j'étais nul en maths, il a marqué peu, mais peu. Donc, notre système est malade. Il est malade d'abord parce que les enfants, on a oublié qu'il fallait commencer par le commencement, qu'ils sachent lire, écrire, compter et écrire bien. Il y a une jeune dame que ma femme a recrutée l'autre jour. Il paraît qu'elle a eu le BPC. Et le pain qu'on achète, PAI, elle met PIN. Elle a le BPC. Elle a eu le BPC il y a 2 ans. Donc, il y a un problème. Deuxième problème que nous avons et contre lequel il faut que les parents se mobilisent, il faut faire travailler les enfants. Les parents d'élèves ont démissionné et ne font pas travailler leurs enfants. L'école est une garderie. On se débarrasse de l'enfant. Donc pendant les vacances, les parents pleurent parce qu'ils ont sur le dos leurs enfants. Ça, c'est un deuxième problème. Troisième problème, plus systématique, nous formons des enfants sans avoir en vue ce qu'ils vont devenir. On va à l'école pour apprendre et pour pouvoir être utile à sa société. Donc avoir un emploi. Mais tout le monde ne peut pas faire polytechnique. Tout le monde ne peut pas être médecin. Et nous avons oublié depuis des années de mettre en place pour ceux qui ont des difficultés, comme pour ceux qui n'en ont pas, des portes de sortie, des passerelles. En son temps, quand j'avais voulu mettre cela en place, on m'a dit que je mettais la charrue avant les bœufs et je n'ai donc pas pu mettre en place un système qui visait à faire passer un enfant du système général, d'enseignement général, au système d'enseignement professionnel et vice-versa. Quatrième élément, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a décidé de démocratiser la formation, de mettre les enfants à l'école le plus longtemps possible, pas de... Ok. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les établissements privés, entreprises privées, je le cite parce qu'on est dans le domaine de l'économie, 99% de leur chiffre d'affaires est constitué de subventions de l'État. Ils ont créé leurs entreprises pour pomper l'argent de l'État. C'est ça la réalité. Résultat, quel ministre va se hasarder à contrôler l'argent de l'État qui disparaît? Pour ceux qui étaient déjà adultes à l'époque, ils se souviennent que j'avais mis en place les prises en charge. Mais le produit des prises en charge, c'était quoi? Je contrôlais la gestion et l'utilisation des subventions, et celui des chefs d'établissement privés qui avait un dépassement, je lui retirais son argent et je remettais cela dans le circuit en choisissant les enfants de pauvres dont les parents n'avaient pas les moyens de financer leurs études. Voilà comment ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, personne ne peut le faire. Agnès, tu te souviens?
c'est une de celles qui m'avait défendu en son temps. Au début, on croyait que je faisais de la politique sociale comme un socialiste. Non. Équité. Donc, je voudrais conclure dessus. Il n'y a plus d'équité dans notre système éducatif. Je m'en tiens à l'éducation. Il ne faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Donc, voilà. Et mon jeune frère a tout à fait raison de dire, et je n'aborde pas le cas de ces docteurs ou doctorants. C'est un drame. C'est un drame. Mais comme ce n'est pas le sujet, je laisse ça de côté. Nos jeunes docteurs ou doctorants n'ont aucun avenir viable. Chaque année, on me fait l'honneur, le ministère de l'Enseignement supérieur me fait l'honneur de me demander de présider les jurys de recrutement des assistants pour l'histoire. Sur la dernière fois, je crois qu'ils étaient 200 ou 300 candidats et il y avait seulement 13 postes. Tout le reste, à la poubelle. Résultat, ils essaient de se débrouiller dans le privé en espérant un jour réussir au concours. Il y en a qui sont à leur 5e ou 6e année de concours. Là aussi, manque d'imagination. Pourquoi voulez-vous que même avec une licence d'histoire, une maîtrise ou un doctorat d'histoire, vous ne fassiez que de l'enseignement de l'histoire? Le premier gouverneur de la BCAO en 1959, c'était un historien spécialiste médiéval. Donc on peut changer. Il suffit d'adapter votre formation aux besoins du marché. Nous ne faisons même pas ce petit effort, ce petit exercice dans notre pays. Et ce n'est pas uniquement la Côte d'Ivoire. Hein. La plupart des pays francophones que vous voyez là, c'est la même chose. Puisque je suis expert de l'UNESCO en la matière, je voyage beaucoup, ce n'est pas possible. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Le ministre a fait le diagnostic de notre système éducatif. Il est vrai que nous parlons d'éducation, mais les deux vont de pair. Je voudrais signaler que nous sommes suivis en direct sur Ecclesia TV et les réseaux sociaux. Avec votre permission, nous allons prendre 2 questions d'internautes et de téléspectateurs. Monsieur Francis Kofi pose la question suivante. Dans un système politique où un seul parti détient le pouvoir et choisit le gouvernement, pensez-vous qu'il soit possible d'assurer une répartition équitable des ressources économiques à toute la population sans qu'il n'y ait du favoritisme ou d'avantages particuliers accordés aux partisans de ce parti? C'est la première question. Une question d'Ecclesia TV maintenant. Quelle croissance inclusive qui tienne compte de la promotion des champions nationaux avec une primauté accordée aux Ivoiriens sur certaines activités économiques, comme c'est le cas aujourd'hui au Gabon? Mon père, si vous permettez une dernière question. Ou bien vous répondez? Bon. Je peux y aller? Oui, allez-y. Voilà, la dernière question. L'économie inclusive peut-elle avoir un lien avec un système de péréquation? Honnêtement, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Merci. Merci aux internautes pour leurs questions. Avec un parti unique, c'est ça? Si on peut, bon, un parti unique, si on peut le dire. Non, pas un parti unique, mais un parti au pouvoir qui est omniprésent et omniscient, qui
assure la gouvernance de toutes les ressources. D'accord, mais tout dépend d'abord de comment ce parti a eu le pouvoir. Est-ce par une concurrence en bonne et due forme dans un système démocratique, ou bien il a eu le pouvoir en trichant? Il n'y aura pas la même manière de réagir entre celui qui prend le pouvoir par un jeu démocratique et qui arrive et qui sait qu'il doit entre guillemets, son salut à son électorat et bien sûr à ses concitoyens. Et celui qui est là parce que voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait pour... Donc je pense d'abord cet élément qui est primordial. Donc il s'agit en fait du marché politique dont il faut n'est-ce pas, faire, je dirais, l'analyse. Prenez le cas, je donne encore un cas, un système par exemple comme celui du Sénégal. Bon, prenons un pays loin de chez nous. Prenez le Sénégal et prenez un autre pays où, bon, c'est un système, je dirais, relativement, je dirais, avancé en Afrique. Et le président sénégalais sait qu'il est, entre guillemets, redevable de son électorat et bien sûr de ses concitoyens. Ce qui n'est pas le cas avec celui qui prend le pouvoir ou qui est au pouvoir avec, n'est-ce pas, des stratégies de tricherie et tout ça. Donc ça, c'est très important parce qu'encore une fois, c'est cela le marché politique. Il y a ceux qui ont l'offre politique, il y a ceux qui ont la demande politique. Et on recherche l'équilibre dans ce cas-là. Quand ce n'est pas le cas, bien sûr, je ne vais pas je dirais, me situer par rapport à tout cela. Encore une fois, où est-ce qu'on se situe? Système démocratique en tant que tel, ou bien système démocratique tronqué? Très prudente. Bon, est-ce que la croissance, comment est-ce qu'on peut faire? Bon, qu'est-ce qui peut être fait, par exemple, concernant les champions nationaux? Tout ça contribue au niveau national à la valorisation, n'est-ce pas, de certaines, comment je peux dire, valorisation, oui, de certaines, bon, pas valeurs, mais à la valorisation, disons, de la personne également et des activités. Là où on veut, bien sûr, encourager au travail, à l'effort, et que le système de désignation des championnats nationaux est également, entre guillemets, le plus correct possible, évidemment, il y a quelque part un désir de reconnaissance au niveau national. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, pour les plus anciens, il y avait par exemple comment est-ce qu'on appelait ça pour les agriculteurs là? La Coupe nationale du progrès. Quand quelqu'un remportait la Coupe nationale du progrès, on sentait sa fierté. J'étais enfant, mais on sentait ça. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui est très important, puisque, encore une fois, qu'on ne le veuille pas, c'est encore, entre guillemets, une concurrence qui se présente, une concurrence dans le bon sens, puisque chacun cherchera à donner le meilleur de lui-même. On a par exemple, je ne sais pas si ça continue encore, dans le système secondaire, on avait les jeux de génie en herbe, je pense. Génie en herbe, national, d'abord au niveau des établissements, national et international, où on sentait l'engouement, n'est-ce pas, des étudiants, des élèves. Donc ça, je pense que c'est, à mon avis, à encourager. Mais encore une fois, si le système de désignation de ces champions a une certaine crédibilité. Voilà. L'économie inclusive peut-elle avoir un lien avec le système de péréquation? Système de péréquation, d'accord? On essaie d'avoir un même traitement. C'est encore possible, hein? C'est possible. Parce que derrière le système d'inclusion, en général, on voit une répartition. Bon, là encore, ça dépend des options. Certains vont parler de répartition équitable. D'autres parleront de répartition égalité. Bon, bref, ça peut prendre différents systèmes. Tout dépend, bien sûr, de l'idée qui sous-tend cette manière de percevoir l'économie inclusive. Je l'avais dit au début. La définition de l'économie inclusive, elle varie énormément. Parfois, il y a des définitions qui sont contradictoires. Mais évidemment, je dirais donc a priori
qu'il y a des définitions de l'économie inclusive qui tiennent compte bien sûr d'un système de péréquation. Monsieur le ministre, vous avez réagi dans la salle sur la question, s'il vous plaît. Éclairez-nous de vos lumières. Oh là, c'est trop. C'est une doléance. C'est une lumière blafarde. Le père Abel a raison de dire qu'on peut éventuellement penser à un système de péréquation. On peut. Mais la péréquation, restons là où nous nous trouvons. Elle joue lorsqu'il s'agit de produits. Ici, nous parlons de croissance. C'est différent. Et donc, je pense que votre internaute doit utiliser des termes qui puissent être adaptés au sujet. Ici, nous parlons de croissance. La péréquation joue lorsqu'on a des yo-yo dans le prix des produits et qu'on veut, si vous voulez, garantir le futur d'une manière qui puisse être profitable aux vendeurs, aux producteurs. Alors, à ce moment-là, on crée, l'État, en tout cas notre pays a connu ça, une caisse de péréquation. Au niveau du café cacao, il y a ce mécanisme de péréquation aussi, actuellement. Donc, mais ça, c'est totalement différent de la croissance telle que le père Abel l'a développée. Totalement différent. Voilà ce que je puis dire pour ne pas être trop long. Il est 19h45. Nous allons certainement prendre une ou deux dernières questions avant de mettre fin à cette conférence. Oui. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci à ceux qui ont organisé cette conférence. Elle est vraiment enrichissante et je pense pour ma part avoir appris beaucoup de choses. Je suis Stéphane Ané, entrepreneur et bénévole dans le domaine du social. Par ailleurs, étudiant à l'université jésuite d'Abidjan. Ma question va vers les derniers propos du conférencier, à savoir créer des règles de jeu équitables pour une croissance inclusive. Quand on parle de croissance inclusive, à moins que je ne me trompe, je pense que c'est parce que certaines personnes ou certaines catégories ont été marginalisées. Donc ici, on demande à des gens qui n'ont pas participé au jeu de venir participer avec des personnes qui ont pendant longtemps bénéficié de la politique du ventre, pendant longtemps bénéficié des effets de la croissance. Je pense que des populations comme les femmes, les personnes handicapées, qui pendant longtemps n'ont pas eu de politique spéciale, ou pendant longtemps ont été à côté d'une certaine croissance, ne vont pas avec les mêmes moyens que les autres. Est-ce que compétir pendant que on n'est pas, quand on établit les règles, je prends pour exemple la configuration de l'Assemblée nationale, ou même s'il y a des progrès au niveau de la représentativité de certaines
franges de la société comme les femmes, les jeunes ou les personnes handicapées, est-ce que quand on ne participe pas à la rédaction des règles, on peut compétir normalement avec les personnes qui ont profité du système? C'est ma question. Merci, Monsieur Ané. Mais vous avez déjà eu des exemples de personnes qui ont, par exemple, qui ont organisé des élections, qu'elles pensaient pouvoir remporter, et qui finalement ont échoué. Donc c'est vrai, ces exemples sont rares, mais c'est possible. Je fais un prolongement. Même un système, ou même certains systèmes démocratiques peuvent parfois poser problème. Mon directeur de thèse prenait le cas d'une nation composée de 3 personnes. Excusez-moi s'il y a des non-voyants dans la salle, ou des non-voyants qui écoutent. Dit, il y a 2 non-voyants et une personne qui a ses 2 yeux. 3 personnes. Les 2 non-voyants font voter une loi qui fait que celui qui a les 2 yeux donne à chacun d'eux un œil. C'est un système démocratique, donc ils sont 2 contre 1. Mais ça, ce n'est pas une démocratie qui voudrait, enfin, qu'il faudrait encourager. Ça, dans la démocratie, il y a des limites, même dans la démocratie, il y a des limites. Il y a, encore une fois, normalement, des barrières à ne pas franchir. Donc, pour dire encore une fois que, oui, on peut créer des règles, et ne pas les créer, pourtant, des règles qui peuvent nous profiter. Je ne sais pas si ceux qui jouent aujourd'hui au football ont créé ces règles de jeu. Non, ils jouent, et puis c'est vrai, en notre temps aussi, les gens constatant qu'il y a tel élément, on va adapter. Et on adapte. C'est aussi ça, je dirais, la société. Découvrir, tirer les leçons, décider, avancer. Donc, pour dire encore une fois, qu'on reste ouvert, être victime des règles prises par les autres, oui, ça peut arriver, mais aussi profiter des règles, même si ce n'est pas vous qui les avez édictées, vous pouvez aussi en profiter. Donc, pour dire encore une fois que la croissance inclusive peut aussi profiter à des personnes qui, certes, n'ont pas créé ces règles qui sont dites équitables. Voilà. Merci. Je pense que nous allons arrêter la série des échanges, permettre certainement au Père Nguomon de conclure. Merci pour l'invitation. Merci à la Commission Justice, Paix et Environnement de m'avoir accordé cette chance, que je peux dire, je peux le dire ainsi, de vous rencontrer, d'échanger avec vous, avec des propos très enrichissants, en tout cas pour moi. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que nous avons pu, n'est-ce pas, recueillir également comme réflexion, qui vont certainement nourrir nos différentes analyses à venir. Donc, merci encore pour les différents apports. Merci pour les questions. Merci également aux auditeurs qui ont fait venir des questions et qui ont donc aiguisé également notre appétit intellectuel. Donc, merci à chacune, merci à chacun. Excellence, merci. Majesté, merci. Chers amis, mes soeurs, mes frères, merci encore pour votre présence et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Tout est dit. On retiendra qu'au-delà des chiffres, des stats, des théories, il y a des vies humaines. Le défi pour notre pays n'est pas seulement d'avoir une croissance rapide, mais une croissance partagée. Car une économie qui marche pour quelques-uns et qui laisse la majorité sur le bas-côté n'est pas un modèle. C'est une fracture. La parole de Dieu nous le rappelle avec force en Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux.